Ok, parfait. On se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 3 du livre La Révolution mondiale de Nesta Webster, septième édition revue et augmentée du complot contre la civilisation. Il y a à peu près 600-700 pages et nous sommes à la 115, au quatrième chapitre, qui est la conspiration de Babeuf. François-Noël Babeuf était né en 1762. Au début du règne de la Terreur, il occupa le poste de commissaire à la section des approvisionnements de la commune, où il encourut la vindicte du comité de salut public pour avoir publié une affiche accusant le comité d'avoir monté un plan pour pousser le peuple à la révolte au moyen d'une famine organisée et d'avoir ainsi un prétexte à des massacres. Pour ce fait, Babeuf et ses collègues de la même section furent jetés en prison à l'abbaye. Mais Babeuf, considéré mentalement irresponsable, fut rapidement relâché et se remit à attaquer le parti au pouvoir, qui n'était autre que celui de Robespierre, Couthon et Saint-Just. Ceci est d'autant plus remarquable que les opinions politiques de Babeuf étaient en plein accord avec celles du triumvirat, et que Babeuf avait la plus grande admiration pour la Déclaration des droits de l'homme de Robespierre. Là où il divergeait d'avec Robespierre, c'était sur la méthode pour instaurer son idéal, son système idéal, car le plan de réduire la population de 15 millions afin de pouvoir fournir du pain et du travail aux restants, ce que Babeuf décrivit plus tard comme l'immense secret de la terreur, lui semblait exagéré. Et dans son pamphlet, je cite, sur la dépopulation de la France, il dénonça les noyades, fusillades et guillotinades qui avaient décimé les provinces. Des méthodes qui, dit-il, n'auraient jamais dû être adoptées, du moins pas avant que l'on eût tenté par des mesures pacifiques de gagner les paysans au républicanisme. On pourrait y voir dans cette notion du sacrifice de certains pour une meilleure répartition des terres, des ressources, du travail et de l'épanouissement du bonheur, le principe de population avant l'heure. Je vous avoue, je n'ai pas la date du principe de population d'Arthur Malthus, mais on retrouve fortement les mêmes concepts. Continuons. Mais le régime qui suivit la chute de Robespierre amena Babeuf à réajuster ses vues, car les thermidoriens, dans le milieu desquels il avait lié son sort, s'avérèrent eux-mêmes des opportunistes de la pire espèce. Et le directoire n'était pas au pouvoir depuis quelques mois que Babeuf insulta Tallien et Fréron, et déclara que le 9 Thermidor avait été un total désastre, et que le seul espoir qui restait au peuple était de mener à bien le plan inachevé de Robespierre pour, je cite, le bonheur commun. D'après lui, Robespierre avait été le seul pur révolutionnaire de l'époque. Tous les autres, les Girondins, qui n'avaient voulu détrôner le roi qu'afin d'usurper le pouvoir et les richesses, et les orléanistes, dirigés par Philippe Égalité et Danton, une faction, je cite, composée d'hommes aussi monstrueux que leur chef, avides et prodigues d'or, menteurs, audacieux, intrigants, n'avaient fait qu'exploiter le peuple pour leur propre avantage. Robespierre et ses compagnons de martyrs avaient été les seuls à aspirer à, je cite, une distribution égale du travail et du plaisir, ce qui constituait l'idéal de Babeuf. Il appelait donc le peuple à se soulever contre le directoire et à maintenir la constitution de 1793 fondée sur la Déclaration des droits de l'homme de Robespierre. La publication de cet appel à l'insurrection amena l'arrestation de son auteur et Babeuf fut de nouveau jeté en prison, d'abord au Plessis, puis à Arras, mais lors de sa captivité, il rencontra un certain nombre d'esprits qui lui étaient favorables, et avec la coopération desquels il fut à même de mûrir son plan pour une révolution sociale pour, je cite, le bonheur commun et l'égalité réelle. Fin de citation. Louis Blanc a certainement raison de dire que Babeuf était membre des Illuminés, disciple de Weishaupt, et c'est donc en accord avec les usages de cette secte qu'il avait adopté un pseudonyme classique, abandonnant son nom chrétien de François Noël en faveur de Gracius. Tout comme Weishaupt avait pris le nom de Spartacus, l'illuminé Jean-Baptiste Cloutz s'était choisi Anacharsis et Pierre Gaspard Chaumette Anaxagoras. Le plan de campagne
mis au point par Babeuf, se modelait donc directement sur le système de Weishaupt, et dès sa sortie de prison, qui eut lieu à l'occasion de l'amnistie du 13 Vendémiaire, il rassembla autour de lui ses co-associés conspirateurs et il forma une association de type maçonnique qui devait mener la propagande dans les lieux publics et ces confédérés se reconnaissaient entre eux par des signes secrets et des mots de passe et entre autres tout ce qui est du langage des mains, les mêmes symboles qui restent dans la maçonnerie avec les communications par les mains pour reconnaître l'allié de celui qui n'est pas du tout initié. À la première réunion des babouvistes, parmi lesquels se trouvaient Darté, Germain, Baudson et Buonarroti, ils jurèrent tous, je cite, de rester unis et de faire triompher l'égalité. Et l'on discuta du projet d'établir une grande société populaire pour l'enseignement des doctrines de Babeuf. Afin d'échapper à la vigilance de la police, ils décidèrent de s'assembler dorénavant dans un petit local dans le jardin de l'abbaye de... C'était Geneviève, peut-être Sainte-Geneviève, je pense, il doit peut-être y avoir une erreur d'écriture ou non. Prêté par les leurs qui avaient loué une partie du bâtiment. Plus tard, la société s'installa dans le réfectoire de l'abbaye, ou bien les soirs où ce local était requis pour d'autres usages, les réunions eurent lieu dans la crypte, où, assis par terre et à la lumière des torches, les conspirateurs discutaient de leur grand plan pour renverser la société. La proximité de ce bâtiment avec le Panthéon les fit également connaître sous le nom de panthéonistes. Malheureusement pour eux, la confusion d'esprit qui prévalait parmi ces avocats de l'égalité était telle que les réunions, qui bien vite réunirent quelques 2000 personnes, se mirent à rassembler à la tour de Babel. Chacun parle sa langue à la fin. Et les communications sont impossibles. Aucun d'entre eux ne savait précisément ce qu'il voulait, et aucune décision ne pouvait être obtenue dans ces conditions. Il fut donc décidé de remplacer ces assemblées géantes par des petits comités secrets, dont le premier il se tint donc dans la maison d'Amar, qui avait été l'un des membres les plus féroces du comité de sûreté générale pendant la Terreur. Et c'est là que le plan de la révolution sociale fut élaboré. Partant de l'idée que toute propriété du vol, il fut décidé qu'il faudrait procéder à ce que dans le langage révolutionnaire on connaît sous le terme d'expropriation, c'est-à-dire que toutes les propriétés seraient enlevées à leur présent propriétaire par la force, celle de la populace armée. J'y marque une parenthèse parce que c'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui quand l'État fait en sorte que certains, par une occupation illégale de votre maison, peuvent à présent rester des semaines, voire des mois dedans, sans payer aucun loyer, c'est une forme d'expropriation. L'égalité qu'ils veulent adopter en question, c'est aussi de laisser un laxisme judiciaire à ces cambrioleurs, voleurs à l'arraché, ou encore ceux qui volent avec violence, pour dire que, en fait, ces pauvres-là n'auraient jamais accès à, je sais pas, des vêtements de luxe, à des voyages ou à d'autres choses. Donc on doit laisser de temps en temps des riches se faire dépouiller pour un retour à une forme d'égalité. C'est triste à dire, mais c'est pour ça qu'en fait, dans la justice actuelle, on a autant de laxisme. Et qu'on en est désespéré que de voir même des criminels, des voyous, des délinquants dehors. C'est rendu possible par ces esprits babouvistes ou encore d'autres de ce même ordre, de l'expropriation, et qui continuent après avec vous. Serez heureux de ne rien posséder, qui n'est pas de Klaus Schwab, mais d'un membre tout de même du World Economic Forum, et des directives qui sont poussées, où le gouvernement s'interroge si on ne devrait pas, comme en Bulgarie par exemple, être propriétaire des murs, mais pas de la terre. Donc tout ça, là, ça nous pousse à cette idée. Ou encore des gauchistes révolutionnaires, socialistes, qui s'attellent actuellement à nous dire, comme il y a beaucoup d'étrangers sur le territoire, que nous avons un problème avec ceux qui possèdent 2, 3 logements dont au moins un n'est pas occupé, eh bien, de les saisir par la force, si je puis dire, de l'autorité, pour les mettre à disposition de ceux qui sont dans la nécessité. Et le tout, soi-disant, avec une redistribution financière de l'État, donc à nouveau, c'est du grand n'importe quoi.
On reparlera de ce sujet plus tard, mais c'est juste pour vous dire que ce qui existait à cette époque de 1800 à peu près est également dans notre présent actuel. Donc plus de 200 ans de procédures, d'activisme pour nous exproprier, et comme le dirait Simone Weil, nous déraciner de notre propre territoire, où nous nous sentons même étrangers face à l'usine qui a poussé, mais surtout, plus criant encore, face à ces colons qui viennent occuper notre territoire, et qui en appellent d'ailleurs à un esprit revanchard du passé. On l'observe très bien, nous ne sommes pas fous. Et il en est de même pour les HLM, pour d'autres logements encore. Je vous ai déjà traité le sujet avec brio pour que vous puissiez saisir vraiment cette essence assez démoniaque, cette essence qui veut détruire la chrétienté, notre solidité, notre harmonie, pour quelque chose de nouveau. Plutôt de l'ordre de la République. Reprenons. Donc c'est-à-dire que toutes les propriétés seraient enlevées à leur présent propriétaire par la force. Celle de la populace armée. Mais si Babeuf se faisait l'avocat de la violence et du tumulte comme moyen de l'objectif qu'il se donnait, il ne voulait aucunement établir l'anarchie comme situation permanente. L'État devait être maintenu, et pas seulement maintenu, mais rendu absolu et seul dispensateur des nécessités de la vie. On aboutit donc au communisme. Je cite, « Dans mon système de bonheur commun, écrit-il, je désire qu'il n'existe plus de propriété privée. La terre appartient à Dieu et ses fruits à tous les hommes en général. » Un autre babouviste, le marquis d'Antonel, un ancien membre du tribunal révolutionnaire, s'était exprimé quasiment dans les mêmes termes. Je le cite. « Le communisme d'État est seul juste, seul bon. Sans un tel état des choses, il ne peut exister de société paisible ni réellement heureuse. » Fin de citation. En avril 1796, le plan de l'insurrection fut enfin au point, et le fameux Manifeste des égaux, prêt pour la publication, est comme suit. « Peuple de France, annonçait la proclamation, depuis 15 siècles tu as vécu en esclavage, et donc malheureux. Depuis 6 ans, c'est-à-dire tout au cours de la Révolution, tu as pu à peine respirer, dans l'attente de l'indépendance, du bonheur, de l'égalité, égalité. Premier désir de la nature, premier besoin de l'homme et le principal lien de toute association légale. » Plus loin, je cite, « Eh bien, nous entendons dorénavant vivre et mourir égaux, comme nous sommes nés. Nous voulons l'égalité réelle ou la mort. C'est ce qu'il nous faut avoir. Et nous aurons cette égalité, quel qu'en soit le prix. Malheur à ceux qui s'interposeront entre elle et nous. » Et plus loin, je cite, « La Révolution française n'est que le préambule d'une autre révolution bien plus grande, bien plus solennelle, qui sera la dernière. » Que nous faut-il, en plus de l'égalité des droits ? Non seulement il nous faut cette égalité qui figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais il nous la faut dans notre milieu, sur les toits de nos maisons. Nous accepterons tout pour l'avoir, pour faire place nette afin d'y parvenir, dussent périr au besoin tous les arts que l'égalité réelle nous soit donnée. Je cite encore plus loin. La loi agraire et la division des terres furent les désirs momentanés de quelques soldats sans principe, mus par leur instinct plutôt que par la raison. Nous projetons quelque chose de plus sublime et équitable, le bonheur commun ou la communauté des biens. Plus de propriété privée de la terre n'appartient à personne. Nous demandons, nous voulons la jouissance commune des fruits de la terre, les fruits de la terre appartiennent à tout le monde. Et plus loin encore, nous déclarons que nous ne pouvons plus supporter que la grande majorité des hommes doivent travailler et suer au service et pour le bon plaisir d'une infime minorité. Longtemps, trop longtemps, moins d'1 million d'individus ont bénéficié de ce qui appartient à plus de 20 millions de leurs compatriotes, de leurs égaux. Que cela cesse enfin, ce scandale auquel nos petits neveux ne pourront pas même croire. Que s'évanouissent enfin les révoltantes distinctions entre riches et pauvres, grands et petits, maîtres et serviteurs, gouverneurs et gouvernés. Qu'il n'y ait plus d'autre différence entre les hommes que celle de l'âge et du sexe. Puisque tous ont les mêmes besoins et les mêmes facultés, qu'il n'y ait plus qu'une seule éducation, un seul genre de nourriture. Les hommes se satisferont d'un soleil ou du même air pour tous,
Pourquoi la même portion et la même qualité de nourriture ne suffirait-elle pas à chacun d'eux? On retrouve, voyez-vous, la distinction de l'âge et du sexe, et actuellement, même ces points-là sont abolis. C'est-à-dire la différence de l'homme et de la femme, ils veulent effacer parce que selon eux, c'est des constructions stéréotypées qui sont de l'ordre, on va dire, qui ramènent à une dimension biologique qui est réductrice. Eux, ils veulent être les émancipateurs de l'humanité, les réformateurs de la société. Et donc, ils s'attellent petit à petit à une démarche universelle, à des droits de l'homme universels et à une soi-disant répartition égalitaire. Mais que font-ils des handicapés qui ne peuvent pas travailler? Que font-ils des feignants qui carrément s'échappent de la tâche? Voyez-vous, trouvent une excuse ou un subterfuge pour ne pas être au travail. Leur système du communisme n'en parle jamais. Vous voyez, le système communiste, parce que c'est exactement ce qui est décrit dans ça, en fait, c'est l'État qui gère tout, qui te donne le rôle que tu dois occuper, et ben il est encore plus inégalitaire que la nature, on va dire, de la mise en concurrence. Parce que quand tu es en concurrence, tu peux quand même aller faire un travail qui te plaît, ou tu peux, en attendant, en tout cas, occuper un poste, mais de façon provisoire. Alors que là, bah, tu seras obligé de demander à l'État quels sont les travails disponibles. Et surtout, pareil, pour obtenir des diplômes, des formations ou ce qu'il en est, ben, il y aura peu de place. Vous voyez, chacun doit travailler dans ce système, si j'ai bien compris. Mais qu'est-ce que l'on fait de ceux qui ne peuvent pas ou qui sont feignants? Sont-ils mis à mort à un moment pour, on va dire comme l'euthanasie, vous voyez, avec l'opération T4? Ça coûte trop cher là à la société, on commence par les handicapés, puis après on va sur les retraités, et on finit par quoi? Par les feignants, par ceux qui coûtent à la société. Peuple de France, nous te déclarons, la sainte entreprise que nous formons n'a d'autre objet que de mettre fin aux dissensions civiles et à la misère publique. Jamais n'a été conçu et exécuté plus vaste dessein. De temps en temps, quelques hommes de génie et quelques sages ont parlé à voix basse et tremblante. Aucun d'eux n'a eu le courage de proclamer la vérité entière. Le moment de grande mesure est arrivé. Le mal est à son comble. Il couvre toute la surface de la terre. Sous le nom de politique, le chaos a régné depuis trop de siècles. Le moment est maintenant venu de fonder la République des égaux, le grand hôtel ouvert à tous les hommes, familles qui gémissaient, venez prendre place à la table commune servie par la nature à tous ses enfants. Peuple de France, ouvre tes yeux et ton cœur à la plénitude du bonheur, reconnais et proclame avec nous la République des égaux. Voilà, on comprend, avant qu'on ait une autre menace pour nous les chrétiens, est arrivée la République. Toujours sous des principes, on va dire, émancipateurs qui ramènent à une égalité. C'est à partir de ça, où on a tous accès aux mêmes choses, on a les mêmes droits, les mêmes devoirs. C'est la ferme des animaux bis repetita. Oui, plus de règne, plus de rois, les monarchies s'effacent, et voilà qu'en fait les cochons se croient dans la porcherie. Donc ils inscrivent au début, voyez-vous, des tables de loi, des règles en général, et puis un paragraphe, une virgule, vient modifier le sens. Vous voyez, comme il sera interdit d'aller dans la ferme des animaux, dormir dans le lit des humains. En fait, dans le lit des humains, s'il y a des draps. Vous voyez, bah oui, c'est exactement la même chose. Ils promettent l'égalité, mais il y a les astérix qui arrivent après. Au risque et péril de tous, devrais-je dire. Ce document ne fut cependant pas présenté au public, car le comité secret décida finalement qu'il ne convenait pas de laisser le peuple prendre connaissance de l'intégralité du plan de la conspiration. Tout particulièrement, ils jugèrent non souhaitable de publier la phrase qui était rédigée presque dans les mêmes termes que celle de Weishaupt. Je cite, « Dussent périr tous les arts, mais que l'égalité réelle nous soit donnée. » Fin de citation. Il ne fallait pas que le peuple de France sache qu'on envisageait un retour à la barbarie. C'est pourquoi une seconde proclamation fut rédigée sous le titre d'analyse de la doctrine de Babeuf, un appel beaucoup moins inspiré que le premier manifeste et pratiquement incompréhensible pour la classe laborieuse, mais cependant, comme le remarque Fleury, je cite, véritable Bible, ou courant du système despotique connu comme le communisme. Fin de citation.
On atteint ici au cœur de la question. Personne, à la lecture de ces deux documents des babouvistes, ne pourra manquer de reconnaître le bien fondé de certaines de leurs critiques de la société, l'éclatante disparité entre la pauvreté et les richesses, l'inégalité de la distribution du travail et du plaisir, l'injustice, partout, d'un système industriel largement dû à cette époque à la suppression des unions professionnelles, qui étaient des corporations, par les leaders révolutionnaires, avec le fait que les employeurs pouvaient vivre dans le luxe aux dépens de la sueur des travailleurs, mais le point essentiel est celui-ci. Comment Babeuf se proposait-il de remédier à ces maux? En bref, son système, fondé sur la théorie de la communauté des biens et du travail, peut se résumer comme suit, je cite. Il faut obliger tout le monde à travailler tant d'heures par jour. En échange d'une rémunération égale pour tous, celui qui se montrera plus habile ou plus industrieux que les autres sera simplement récompensé par la gratitude publique. Fin de citation. Ce travail ne devait en fait pas être payé en argent, mais en amabilité, car puisque le droit à la propriété privée était le mal principal de la société existante, il fallait abolir la distinction du mien et du tien, et que personne ne fût autorisé à posséder quoi que ce soit en propre. Donc là, on peut rentrer dans toutes les folies. On ne fait plus de vêtements de qualité, on en reste à voyez-vous, à du moyen. On ne se met plus dans la concurrence pour être dans la créativité et comme ça, voyez-vous, inventer de nouvelles machines. Non, ça serait de facto créer une inégalité entre le premier travailleur et la machine qui accélère les choses. Et bien d'autres phénomènes encore. On retrouve rapidement, et je vais continuer après, le côté d'une rémunération égale qui sera réinterrogé, je crois que c'est par Hegel, il me semble, si je ne dis point de bêtises, qui dira, mais en fait, est-ce que, enfin lui il ne le dit pas comme ça, mais on peut le comprendre comme tel, est-ce que le travail de l'un vaut le travail de l'autre? Est-ce que le nouvel arrivant dans une entreprise sera aussi efficace que celui qui a 10 ans d'expérience? On voit bien que non, le savoir-faire n'est pas le même. Et après, il y a la comparaison de celui qui est en train de travailler la terre, du commerçant et de l'avocat, par exemple. Oui, est-ce qu'on peut tous les rémunérer à la même hauteur alors que leur travail n'est pas du tout le même? Et puis après, ça signifiait, à partir de ce système-là, que l'on achetait les produits en dépendance de leur temps de travail. Mais donc autant vous dire que les produits transformés, eh bien en fait, seraient quasiment inaccessibles et un retour à l'inégalité. Certes, il y en a un qui aurait travaillé dessus 1 heure, mais son matériau aurait été extrait. Le matériau extrait aurait nécessité en réalité un travail de la terre. Pour travailler correctement la terre, il eût fallu peut-être, je ne sais pas, du fumier ou autre, donc des animaux qui sont entretenus. Mais pour les animaux entretenus, bah, il leur faut aussi de la nourriture. Bref, vous comprenez, en fait, vous remontez enfin, des cycles. Et si vous les agitez, si vous les ajoutez et que vous les agitez sur le produit final, vous voyez bien qu'il devient inaccessible au commun des mortels. Puisque d'un coup, il y a, comment dirais-je, toutes les étapes précédentes à rémunérer dans le produit final. Donc regardons la suite. Le paiement ne pouvait être effectué qu'en produit du travail que l'on devait stocké dans d'immenses magasins communaux et distribué par ration égale à tous les travailleurs. Naturellement, le commerce serait totalement éliminé et l'on ne frapperait ni l'on n'admettrait plus de monnaie dans le pays. Les échanges internationaux se feraient donc avec les pièces demeurant encore en circulation et une fois ceci épuisé, par un système de troc. On rappelle, le troc, pour échanger un produit contre un autre, des fois on doit passer par des intermédiaires. Parce que par exemple, moi je vous donne un exemple, j'ai, allez, on va dire 4 pantalons. Mais je souhaite les échanger contre, allez, on va dire, je sais pas, je veux dire un truc basique, 15 kilos de riz. D'accord? La personne en face de moi, elle ne veut pas les 4 pantalons, voyez-vous. Ou elle n'a pas le kilo de riz. Donc on doit passer par des intermédiaires. Et les intermédiaires, ils prennent leur marge. Donc c'est un système encore plus inégalitaire. Le troc, en réalité, mis à part quand 2 personnes sont en accord pour échanger un même produit, enfin, sur leur recherche, si vous voyez ce que je veux dire, l'un échange ça et l'autre est prêt à le prendre en échange de la même
quantité souhaitée. Mais si vous ne trouvez pas cette harmonie entre acheteurs, vendeurs, si je puis dire, ou échangeurs, eh ben vous devez passer par les intermédiaires. La monnaie, elle a servi à abolir ceci. C'est-à-dire que peu importe ce que tu veux consommer, tu iras et la personne, à part la monnaie, comme vous êtes dans le même système financier, eh bien, elle ira après acheter son produit désiré. Juste, elle aura examiné la valeur. Et d'ailleurs, c'est plus égalitaire parce que, pour l'exemple des pantalons, par exemple, eh bien, moi, je peux dire 15 kilos de riz hier. Mon voisin, il pouvait dire 10 kilos de riz. Ou échanger ça en patates ou ce que vous voulez. Il n'y avait pas de prix fixe. Donc ça, c'est encore plus inégalitaire. On n'a pas tous le même accès, entre guillemets, au même produit. Alors que là, aujourd'hui, vous allez dans un magasin, vous voulez un pantalon d'une référence, je reste sur ça pour pas nous égarer, eh bien, vous l'avez, par exemple, je sais pas, pour 30 euros. Vous voyez, il n'y a pas un qui paiera 50, l'autre qui les paiera 10 euros, et puis comme ça, on a une moyenne qui se fait sur 30 balles après. Non, c'est tout le monde aura accès dans l'égalité. Donc vouloir supprimer le système financier est une perte de mesure dans les propositions de ces gens-là qui veulent révolutionner et amener à plus d'égalité. Vous voyez, ça reviendrait à ma critique de l'homme moderne, de l'autre jour. Ceux qui veulent profiter dans ce système, mais ne comprenant pas ces différentes étapes et ce qui le structure. Lisons la suite. Seul le travail d'utilité publique serait entrepris, et afin d'avoir le nombre de bras requis dans chaque industrie, on ne permettrait plus aux jeunes gens de choisir leur métier, mais ils devraient être formés à celui qui serait demandé comme le plus urgent. Et on peut aller plus loin, puisqu'après avec Julian Huxley, on voit qu'en fait, le programme n'est pas fini, hein, il n'a pas été stoppé. Il est question, dans UNESCO, de faire des tests génétiques pour éviter de gaspiller des ressources, que ce soit par les formateurs, par l'argent, par une place occupée dans une université ou ce que vous voulez, et selon ta génétique, tu serais prédisposé à être dans les métiers plutôt manuels ou plutôt intellectuels, ou ci ou ça. Donc en fait, tu serais directement, voyez-vous, de la caste comme dans le meilleur des mondes. Il y a ceux qui pensent, entre guillemets, il y a les ouvriers, il y a les intermédiaires, et bien là, on serait pareil, on serait dans des castes de travail selon la génétique ou selon ce qui est imposé par la toute-puissance de l'État. Les travailleurs seraient emmenés par groupe pour accomplir la tâche qui leur serait assignée, en fonction des besoins de la nation et du suprême principe d'égalité. Comme en France, l'agriculture était de toute première importance, la majorité des habitants, tant les garçons que les filles, seraient envoyés cultiver les champs, et l'on espérait que par degrés, Paris et toutes les grandes villes de France disparaîtraient car c'était dans les villes que fleurissait l'esclavage du salariat et que les gros capitalistes pouvaient s'entourer de luxe et l'étaler. La foule des parasites qui avaient jusque-là contribué à leur plaisir boutiquier, domestiques, poètes, peintres, acteurs, danseurs, devraient dorénavant être obligés de trouver leur gagne-pain dans le travail des champs et des villages constitués de maisons salubres, je cite, remarquables par leur élégante symétrie, fin de citation, surgirait partout en France. Pour mieux assurer une forte race des travailleurs, les enfants devaient être confiés à l'État à leur naissance, qui les élèverait dans les institutions. Je cite. Dans l'ordre social conçu par le comité, écrit Buonarroti, le pays s'empare de l'individu naissant pour ne l'abandonner qu'à sa mort. Il s'en occupe dès ses premiers instants, lui fournit le lait et le soin de celle qui lui donna naissance, le protège de tout ce qui pourrait attenter à sa santé ou affaiblir son corps, le préserve de la fausse tendresse, et le conduit par la main de sa mère à la maison de la nation, où il acquerra la vertu à la lumière nécessaire à un véritable citoyen. Fin de citation. Et pour remplacer dans l'esprit de l'enfant l'affection familiale par la vertu civique, on proposa en outre de lui interdire de porter le nom de son père, sauf qu'il s'agissait d'un homme qui s'était distingué par d'éminentes vertus. Donc, le seul moyen de garder le nom de son père, c'est si c'était quelqu'un qui était distingué, encore une fois, dans un système d'inégalité. Son éducation devait bien sûr se faire de la façon la plus primitive, lire, écrire, apprendre assez d'arithmétique pour lui permettre de travailler dans un bureau du gouvernement si nécessaire, de l'histoire
mais seulement concernant les maux, les problèmes auxquels la République avait mis fin et les avantages dont elle avait été la source, et juste ce qu'il fallait de droit, de géographie et d'histoire naturelle pour lui donner une idée de la sagesse des institutions sous lesquelles il vivait. Afin d'agrémenter les fêtes organisées par le gouvernement, il devait aussi apprendre la musique et la danse. Au-delà, toutes les aventures du savoir, toutes les avenues même du savoir, devaient lui être fermées, car l'on craignait que, je cite, les hommes ne consacrent d'eux-mêmes, donc les hommes ne se consacrent d'eux-mêmes plutôt aux sciences et ainsi ne deviennent vains et opposés au travail manuel. Fin de citation. Weishaupt n'avait-il pas déclaré que les sciences étaient les besoins compliqués d'un état contraire à la nature? Je cite, l'invention de la vanité et de cerveau vide. Aussi, lorsque Dantonel suggéra que, aussi urgent qu'il pouvait être d'établir l'égalité absolue, on ne pouvait parvenir à cette condition idéale que par le brigandage et les horreurs de la guerre civile, ce qui serait une méthode horrible. Babeuf lui répondit avec indignation, je cite, que voulez-vous dire en prétendant que l'on ne pourrait venir à l'égalité réelle que par brigandage? Est-ce bien Dantonel qui dénonce le brigandage à la manière des praticiens? Tout mouvement, toute entreprise, qui même si seulement de façon partielle amènerait ceux qui ont trop à rendre gorge au bénéfice de ceux qui n'ont pas assez, ne serait pas, me semble-t-il, du brigandage, mais serait le début d'un retour à la justice et à l'ordre véritable. Fin de citation. C'est ce qu'on observe de ce que je vous disais tout à l'heure. De ceux qui acceptent que l'on vole à certains pour redonner aux plus pauvres. C'est le gauchisme, socialisme d'aujourd'hui, qui t'explique par tout un tas d'histoires merveilleuses de leur imaginaire que si dans les cités on se retrouve avec plein de délinquants, c'est parce qu'il faut les comprendre, les pauvres, c'est dans leur environnement, ils ont rien, donc c'est un peu normal que de temps en temps les riches lâchent un peu d'argent, voyez-vous. C'est ça qu'on veut nous faire entendre. Et bien c'est des pensées, ni plus ni moins, d'Antonel, de Robespierre, de la récupération également de Babeuf. Voilà ce que l'on voit. Regardez la suite. Alors, attendez, je bois une gorgée. Et on est parti. Donc, et comme Dantonel objectait encore que dans la confusion qui accompagnait un pillage général, il serait impossible de procéder à une quelconque redistribution, Babeuf se montra également sceptique. Je cite. Que feront-ils après le soulèvement, direz-vous? Seront-ils capables d'ériger le temple auguste de l'égalité? Fin de citation. Babeuf, lui, n'y voyait aucune difficulté, et l'on n'avait qu'à lire Diderot pour découvrir combien il serait facile de fournir aux besoins d'une multitude de citoyens. Je cite. Tout cela, dit-il, n'est que simple affaire de compter les choses et les gens, une simple opération de calcul et de combinaison, et par conséquent est susceptible d'un haut degré d'ordre. Fin de citation. Mais quand on en vint à l'organisation de l'insurrection nécessaire, Babeuf adopta un langage très différent. En fait, lui qui avait précédemment dénoncé le système de dépopulation de Robespierre, se mit à affirmer qu'on devait louer non seulement les objectifs de Robespierre, mais ses méthodes. Je cite. « Je confesse aujourd'hui me reprocher d'avoir jugé antérieurement, sous d'aussi sombres couleurs, le gouvernement révolutionnaire et Robespierre et Saint-Just. Je pense que ces hommes, à eux seuls, valaient tous les révolutionnaires ensemble, et que leur gouvernement dictatorial était diablement bien pensé. Je ne suis pas du tout d'accord qu'ils aient commis de grands crimes et fait périr de nombreux républicains. Il n'y en a pas eu tellement d'après moi. Le salut de 25 millions d'hommes ne doit pas être mis en balance avec la considération pour quelques individus douteux. Un régénérateur doit avoir la vue large. Il doit broyer tout ce qui s'oppose à lui, tout ce qui obstrue sa voie, tout ce qui peut l'empêcher d'atteindre promptement le but qu'il s'est assigné. Les gredins et les imbéciles, ou les gens présomptueux, ou ceux avides de gloire, c'est tout pareil. Tant pis pour eux, à quoi servent-ils? Robespierre servait bien tout cela, et c'est en partie ce qui me le fait admirer. Fin de citation. Alors là, vous n'êtes pas sur des propos de Hitler ou autre. On vous êtes sur des propos qui aujourd'hui sont applaudis par la République. Voilà.
faut comprendre aussi le traitement médiatique et l'histoire qui nous a enseigné dans l'école. Babeuf trouva évidemment un certain nombre de partisans parmi les classes laborieuses, car l'appel à la violence trouve toujours un écho dans l'esprit des désespérés. Et le peuple de Paris, dans cette crise, avait de sérieuses raisons de désespoir. La nourriture, du fait des 4 années de guerre et des 7 années de révolution, était à des prix de famine. La destruction du commerce opérée par les émissaires du Comité de salut public dans les villes manufacturières de France avait porté les prix de toutes les nécessités de la vie au même niveau prohibitif et créé un vaste chômage. Pendant ce temps, les nouveaux riches, les profiteurs de la guerre, les fournisseurs aux armées, les aventuriers qui avaient fait leur fortune de la Révolution, se repaissaient dans le luxe. Leurs femmes et leurs maîtresses se couvraient de perles et de diamants, et fort peu couvertes de vêtements, étalaient leur charme et leur opulence devant les yeux affamés des pauvres, qui alors s'étonnera que les soldats criaient, je cite, que leurs chefs étaient tous des gredins, des meurtriers du peuple, et qu'ils étaient prêts à les exterminer, ou que les malheureux habitants des faubourgs déclaraient que, je cite, tous leurs maux provenaient de la Révolution et qu'ils étaient bien plus heureux sous l'Ancien Régime. Fin de citation. À un peuple dans un tel état d'esprit, il était facile de donner le conseil du désespoir qui consistait à tout détruire comme la solution la plus simple à toutes les difficultés. Et les agents de Babeuf, versés dans toutes les méthodes des sociétés secrètes pour susciter la fureur populaire, réussirent à gagner à leur vue un certain nombre de travailleurs. L'une de leurs méthodes ingénieuses était de coller partout de larges placards rédigés en termes incendiaires, avec des complices nommés groupeurs, donc que l'on pourrait appeler un des rassembleurs de foule qui étaient employés à assembler les gens comme par accident, et à leur lire à haute voix en montrant du doigt les passages les plus importants. Alors, on voit une chose, c'est qu'aujourd'hui, comme ils savent que les médias n'ont plus une force, on va dire, sur l'opinion publique, le consentement est assez difficile à créer. Et ben, en fait, ils voient que quand ils disent des choses, les gens vont réagir par effet contraire. Vous voyez, c'est comme un parent qui donnerait un conseil à son gosse, et le gosse, juste comme ça, par esprit, on va dire, un peu de rébellion, il va dire le contraire. Eh bien, j'ai remarqué que pendant le traitement des gilets jaunes, il y avait beaucoup de ceux qui se disent, justement, gilets jaunes, résistants, du peuple, bref, on pourrait comme ça y mettre plusieurs titres, qu'ils disaient que les médias étaient en train de les manipuler parce qu'ils grossissaient les violences et qu'ils disaient qu'il ne faut pas de violence alors que l'État l'est tout le temps avec le peuple et que nous subissons, en fait, non pas les coups de tonfa, mais ne serait-ce que les coupes budgétaires, la difficulté de la vie à cause des décisions politiques. Et donc, quelque part, s'il y avait de la violence, ils le méritaient. Et qu'il fallait que les médias arrêtent de dire qu'il ne faut pas de violence ou qu'ils grossissent ces faits-là. On retrouve, voyez-vous, cet esprit, en fait, d'une poudrière qui doit être dynamitée à la fin. Et qui doit exploser. Là, c'est exactement ça. Ils ont tenté de dire aux gens, à l'époque, en brûlant les châteaux, en allant comme ça brûler certains monuments, vous retrouverez une liberté et une égalité. C'était faux. Dès le lendemain, ça y est, il y avait les nouveaux bourgeois qui étaient en place. Vous voyez ? Bah là, c'est exactement pareil avec ceux qui étaient soit en tête des gilets jaunes, donc ce qu'on appelle les agents d'influence, ou bien ceux du peuple qui réagissaient, on va dire, comme c'était décidé par le gouvernement, c'est-à-dire affrontement avec la police, ça brûle certaines choses, comme vous voyez dans les émeutes, c'est exactement pareil, ils brûlent, ils détruisent. Ils saccagent. Parce qu'on dit, mais c'est comme ça qu'ils revendiquent. Vous voyez, ils ont de la colère. Et petit à petit, on nous laisse entendre que si on ne tape pas fort sur la table, donc si on ne brûle pas des monuments, comment dirais-je, voyez-vous, des voitures et tout ce qu'il en est, on ne sera pas entendu par le gouvernement. En fait, c'est exactement ce qui est attendu. Vous voyez, l'idée de la 6ème République, on nous laisse entendre que Mélenchon est tout seul et que derrière Macron et les autres n'en veulent pas. En fait, pas du tout. Les républiques, elles sont faites pour disparaître à un moment et renaître. C'est comme le phénix, vous voyez, il doit partir en cendres et de ses cendres renaître. Il doit devenir à chaque fois plus glorieux, meilleur. Eh bien, ça, c'est leur objectif.
Oui, dans le rite maçonnique, c'est exactement pareil. C'est l'idée de renaissance. C'est l'idée d'être en marche vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est pas pour rien que Macron a utilisé En Marche puis Renaissance. C'est pas pour rien que l'on voit toujours ces mêmes slogans utilisés. Et je vous ai partagé l'autre jour des discours de la synagogue de Satan qui disaient très bien qu'ils réutilisaient le terme d'être en marche dans leurs choses. Eh bien, je le pense fortement que, en fait, ils suivent les doctrines passées, mais ils doivent leur amener un renouveau par rapport aux technologies qui existent, par rapport au peuple, sa façon d'agir et de percevoir les choses, mais ils doivent aboutir à un renouveau. La sixième République, qui est ni plus ni moins que ce qui était proposé à l'époque. Plus d'égalité, plus de liberté. Parce que LGBT par-ci, parce que on abolit carrément la différenciation des sexes. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient dit, allez, on laisse au moins deux choses. On laisse la différence d'âge, la différence des sexes. La République actuelle, elle est pour la pédocriminalité. Donc il n'y a plus de différence d'âge. Elle est pour également effacer la différence des sexes. Donc même à l'époque, les révolutionnaires avaient leurs petites limites en se disant, non, alors on peut quand même pas aller contre la nature. Il y a des âges différents, il y a des biologies qui également sont hétéros, donc c'est-à-dire au moins de deux courants, homme-femme. Donc on ne peut pas outrepasser la nature. La nouvelle République, elle va plus loin. Elle dit ça y est, ça en abolit. On peut transformer un homme en garçon aujourd'hui avec la science. Donc détruisons ces frontières. Et c'est ce à quoi il s'applique. Une forme de transhumanisme, une forme de transformation de la société et de l'humain qui en fait partie, qui est le citoyen. Lisons la suite. L'analyse de Babeuf ainsi exposée eut beaucoup de succès auprès des travailleurs qui ne pouvaient que très vaguement comprendre son objet réel. En même temps, des pamphlets incendiaires dénonçant l'avidité des commerçants et les infamies du gouvernement furent distribués dans les faubourgs où des femmes du peuple les lisaient avidement à haute voix à leurs collègues masculins tout en travaillant. L'enthousiasme ainsi créé fut si fort que les babouvistes ne doutèrent pas de pouvoir entraîner la totalité du prolétariat dans le mouvement. Et vers le début mai, on estima qu'une armée de 17 000 personnes s'assemblerait le jour de l'insurrection. Ces forces donc, incluaient 4 500 soldats et 6 000 hommes de la police que les plantureuses promesses de butin avaient attirés dans la conspiration. Le programme pour le grand jour fut alors fixé comme suit par le directoire secret. Au moment voulu, l'armée révolutionnaire marcherait sur l'Assemblée législative, sur le quartier général de l'armée et sur les maisons des ministres. On enverrait les troupes les mieux entraînées, attaquer les arsenaux et fabriques de munitions, et aussi les camps de Vincennes et de Grenelle dans l'espoir que les 8000 hommes qui s'y trouvaient rejoindraient alors le mouvement. Pendant ce temps, des orateurs devraient haranguer les soldats et des femmes leur offrir des rafraîchissements et des guirlandes civiques. Dans l'éventualité où il resterait imperméable à ces séductions, il faudrait barricader les rues et se préparer à jeter sur les troupes des pierres, des briques, de l'eau bouillante et du vitriol. Toutes les provisions de capitaux devraient alors être saisies et placées sous le contrôle des leaders, et pendant le même temps, on expulserait de leurs maisons les membres des classes les plus aisées et ces maisons seraient immédiatement converties en logements pour les pauvres. Les membres du directoire seraient mis à mort, et de même, tous les citoyens qui offriraient quelque résistance aux insurgés seraient mis à mort. Je cite. Il faut éviter toute réflexion de la part du peuple, indiquaient les directives écrites au chef. Il faut qu'ils commettent des actes qui les empêchent de revenir en arrière. Fin de citation. De toute cette bande féroce, Rossignol, qui avait été précédemment général des armées révolutionnaires dans la guerre de Vendée, se montrait le plus assoiffé de sang. Je cite. « Je n'aurai rien à faire de votre insurrection, criait-il, à moins que les têtes ne tombent comme la grêle, et qu'elles inspirent une telle terreur qu'elles fassent trembler tout l'univers. » Fin de citation. Discours qui reçut des applaudissements unanimes. Le 11 mai avait été fixé pour le grand jour de l'émeute, où non seulement Paris, mais toutes les grandes villes de France travaillées par les agents de Babeuf devaient se soulever et renverser toutes les structures de la civilisation. Mais Grisel avait demandé à rencontrer Carnot, et le gouvernement averti de l'attaque imminente s'y était préparé. Au matin du jour fixé, on vit des placards affichés sur les murs de Paris rédigeant ces termes. Je cite. « Le directoire exécutif aux citoyens de Paris. Citoyens,
Un complot effroyable doit éclater cette nuit ou demain à l'aube. Une bande de voleurs et d'assassins a formé le projet de faire un carnage de l'Assemblée législative, des membres du gouvernement, des chefs de l'armée et de toute autorité constituée à Pan. Ils doivent proclamer la Constitution de 93. Cette proclamation doit être le signal d'une mise à sac générale de Pan, des maisons comme des magasins et des échoppes, et simultanément du massacre d'un grand nombre de citoyens. Mais soyez rassurés, le gouvernement veille, il connaît les chefs du complot et leurs méthodes. Par conséquent, restez calme et vaquez à vos affaires comme à l'habitude. Le gouvernement a pris des mesures infaillibles pour déjouer leurs plans et pour les livrer, eux et leurs partisans, aux rigueurs vengeresses de la loi. Fin de citation. Puis, sans autre avertissement, la police fit irruption dans la maison où Babeuf et Buonarroti étaient en train d'écrire un placard rival appelant le peuple à la révolte. Le bras de la loi les surprit et les saisit en plein milieu de ce travail, et le matin suivant, 45 autres leaders de la conspiration furent également arrêtés et jetés à la prison de l'abbaye. Hélas, pour le soutien de la populace sur lequel ils avaient compté, l'armée révolutionnaire sur laquelle ils avaient tablé, impressionnée comme le peuple, l'est toujours lorsque l'on montre l'autorité, se rallia à la police et soutint la loi et l'ordre. Les agitateurs ayant été incarcérés, l'ensemble de la populace reprit ses esprits et réalisa toute l'horreur du complot avec lequel elle avait été séduite. Un rapport du gouvernement de l'époque écrivit à ce sujet, je cite, « Le travailleur ne considère plus la conspiration que comme une extravagance. Le pillage promis lui fait hausser les épaules, et il sent bien qu'une pluie de brigands venus d'on ne sait où aurait pillé le travailleur lui-même. Ils font la remarque suivante, je cite, « Il vaut mieux rester à notre place et envoyer tous ces bandits à l'échafaud. » Fin de citation. À la lecture de ces projets de massacre et des paroles, toute réflexion de la part du peuple devra être évitée. Il faut leur faire commettre des actes qui les empêcheront de reculer. Je cite, « Les lecteurs ne se sentent plus de colère. Ils voient bien que ces brigands voulaient faire d'eux des victimes, que le directoire les fasse pendre tous, et que l'enfer les engloutisse. Telle est leur réflexion. » Quelques soldats, à la lecture de ces terribles documents, ont dit à haute voix, je les cite, « Les soldats de la liberté n'auront jamais comme amis des voleurs, des brigands et des assassins. » Fin de citation. Les appels aux classes laborieuses des amis de Babeuf, les invitant à délivrer des prisonniers, tombèrent dans les oreilles de sourds. C'est en vain que des hordes de viragos enrôlés par les conspirateurs paradèrent dans les faubourgs, disant aux travailleurs du faubourg Saint-Antoine que leurs camarades de Saint-Marceau prenaient leurs armes, et proclamant à Saint-Marceau que ceux de Saint-Antoine se soulevaient. Les ouvriers des deux quartiers repoussèrent avec indignation ces furies, qui finirent par admettre en pleurant qu'elles avaient été payées pour déclencher une insurrection. Le 27 août 1796, tous les chefs de la conspiration, au nombre de 47, furent conduits à Vendôme dans l'attente de leur procès, qui ne débuta cependant que le 20 février de l'année suivante et se poursuivit jusqu'à la fin mai. Devant le tribunal, le comportement de Babeuf oscilla entre une arrogance effrontée et une pitoyable faiblesse. Déjà, lors de son interrogatoire à Paris, il avait déclaré n'être qu'un simple agent d'une conspiration. Je cite, « J'atteste qu'ils me font trop d'honneur à me décorer du titre de chef de cette affaire. Je déclare que je n'y ai joué qu'un rôle secondaire et limité. Les chefs et les dirigeants avaient besoin d'un dirigeant de l'opinion publique. J'étais en charge d'enrôler cette opinion. » Fin de citation. Qui étaient alors les mystérieux chefs évoqués par Babeuf? Les Illuminés? L'ordre, nous le savons, était toujours en activité et il collaborait avec la Société des Philadelphes, qui, selon Lombard de Langres, dirigeait secrètement la conspiration des babouvistes. Babeuf, tout en déclinant ainsi sa responsabilité, gardait une foi ferme dans le communisme, tout en admettant désormais que c'était un idéal inaccessible. Ce final abandon de son programme révolutionnaire ne le sauva cependant pas, et le 27 mai 1797, Babeuf et Darté furent condamnés à mort. 7 de leurs adjoints co-conspirateurs furent condamnés à la déportation et les autres furent acquittés. Les deux chefs condamnés essayèrent vainement de se tuer à l'aide de stylets qu'ils avaient cachés sous leurs habits. Mais on les sortit de leur cellule et le 28 mai, le chef des égaux et son compagnon périrent sur l'échafaud. C'est ainsi que finit Babeuf.
mais non pas le babouvisme. Buonarroti survécut et transmit la torche incendiaire de la révolution en groupe subversif du début du XIXe siècle. Aujourd'hui, cependant, suite aux prétentions du socialisme allemand, Babeuf, même en France, est presque oublié ou n'a laissé que le souvenir d'un demi-fou. Mais pourquoi faudrait-il considérer Babeuf comme plus fou que ses plus célèbres successeurs dans la science de la Révolution? Bien au contraire. L'étude approfondie de la conspiration babouviste montre que son auteur fut très en avance sur son temps et était un homme qui, s'il avait vécu aujourd'hui, serait applaudi comme un héros de l'aube de la Révolution. De fait, comme ceux qui ont étudié la Révolution russe l'ont montré, babouvisme et bolchevisme sont identiques. Entre les deux doctrines, il n'y a aucune différence essentielle. La Troisième Internationale de Moscou, dans son premier manifeste, a très logiquement fait remonter son origine à Babeuf. Nous reviendrons sur ce point plus loin en traitant du programme des bolcheviks. On pourrait objecter qu'il manquait à la révolte babouviste l'esprit internationaliste du bolchevisme. Il est certain que Babeuf limita ses énergies à la France quant à l'organisation de son grand jour de la Révolution, mais qu'il ait rêvé que le mouvement se développerait ensuite sur une échelle beaucoup plus large est évidente. Comme en font preuve ces termes solennels de son manifeste communiste. Je cite : « La Révolution française est l'avant-coureur d'une autre révolution, bien plus grande, bien plus solennelle, et qui sera la dernière. » Fin de citation. Je cite : « Ces sociétés, écrit un contemporain, étaient constituées sur le modèle de l'organisation par échelon de Weishaupt, avec un grand conseil qui en dirigeait les opérations. » Fin de citation. Et la lecture de leur correspondance suffit à reconnaître la véracité de l'assertion suivante du même analyste. Je cite : « Que toutes leurs formes, et même leur manière de s'exprimer étaient copiées servilement des Français. » Fin de citation. C'est-à-dire des disciples français des Illuminés. Ce ne sont évidemment pas des comptables de magasins ou des ouvriers mécaniciens qui inventent des termes comme citoyens du monde ou les imprescriptibles droits de l'homme, ou qui d'eux-mêmes auraient eu l'idée de débuter une lettre à la Convention de Paris par ces mots, je cite : « Illustres sénateurs, législateurs éclairés et chers amis », la phraséologie jacobine apparaît là clairement. On retrouve un autre élément dont j'ai déjà parlé, mais que je n'ai pas encore assez approfondi, c'est les citoyens du monde. Avec la Déclaration des droits de l'homme qui sera effectuée à nouveau en 1948 à Paris et qui sera rejointe par certains avec une demande d'être citoyen du monde. Donc là, vous avez un petit graphique, on va dire c'est pas un organigramme, mais tout comme. Des comités furent formés sur tout le territoire de l'Irlande, mais, je cite, « Personne ne pouvait mentionner les noms des membres des comités. Ils n'étaient pas même connus de ceux qui les avaient élus au comité national ou exécutif. Aussi, la société était-elle entièrement gouvernée par des supérieurs inconnus, le N tout en haut. Il est aisé de se rendre compte de l'exacte similitude de cette organisation avec la conspiration des babovistes. Le dirigeant officiel du mouvement était à Belfast, Wolfe Tone, à Dublin, Napper Tandy. Au départ, la réforme parlementaire et l'émancipation catholique furent brandies comme les uniques objets de la société, mais on fit ensuite accepter des plans de nature plus subversive. Aussi, lorsqu'aucune même collaboration militaire avec les Français fut envisagée, il devint nécessaire de gagner l'esprit des troupes, et l'on adjura les soldats d'être loyaux à la République française. Pour mieux propager le système, l'on fit miroiter à la troupe que lorsque les Français viendraient, les soldats seraient comme eux, qu'il n'y aurait plus de riches et que ce serait l'égalité totale. Dans le cadre du plan, les casernes devaient être incendiées, tout le pays mis à feu et à sang, d'un bout à l'autre, et toutes les armes saisies jusqu'à ce que les Français débarquent. Or, il faut noter qu'à cette date, en juillet 1797, toute apparence de liberté sous le nom du jacobinisme avait cessé d'exister, et c'était donc avec les troupes du directoire despotique que les soldats irlandais devaient se fondre. À toute cette agitation, les paysans d'Irlande ne prirent aucune part, et même lors de la seule tentative de débarquement des Français, le peuple offrit une énergique résistance. Le récit contemporain de l'incident est si curieux qu'il nous faut le citer textuellement. Je cite : «
Le 20 décembre 1796, les Français ont vraiment fait leur apparition à Bantry. Et il est étrange de constater qu'ils n'ont pas été secondés dans leur tentative par le peuple qui s'est levé unanimement dans le sud pour s'opposer à ces envahisseurs. Mais ceci est en outre expliqué par des circonstances encore plus étranges. L'exécutif avait été informé que les Français avaient reporté leur expédition au printemps. Par suite de cette circonstance, il est nécessaire d'être sur leur garde. En conséquence de quoi, aucune mesure ne fut prise pour préparer le peuple à recevoir l'armée française. Les gens avaient été laissés eux-mêmes. Je m'en remets à Dieu, ajoute Clifford, et ceci, cet aveu que fit l'un de ceux qui devaient être leur gouverneur, a dû être en effet une sage leçon pour ce moment, pour ce même peuple, et les encourager dans leur loyauté à suivre ce que leur dictait leur conscience. Fin de citation. Le peuple irlandais était en effet si peu au fait des buts réels de la conspiration bénéfique qui œuvrait en leur sein que, je cite, « Même les comités des comtés n'étaient pas dans le secret quant à la nature des engagements pris avec les Français. Combien plus alors les membres de rang inférieur étaient des gens abominablement trompés, eux qui n'étaient informés de rien et n'étaient que de simples agents de rébellion et de meurtre, poussés dans cet abîme d'horreur par quelques libertins politiques avides de pouvoir et qui voulaient forcer leur voix jusqu'au timon de l'État dans le son de leurs compatriotes. » Fin de citation. Ces mots décrivent bien l'œuvre de la conspiration qui, à partir de 1791, ne cessa plus d'exploiter les troubles de l'Irlande dans l'intention de détruire l'Angleterre et la civilisation chrétienne. Pendant que ces événements se déroulaient en Europe, le Nouveau Monde avait également été contaminé par l'illuminisme. Je cite, « À Charleston, le 9 mai 1798, le révérend Jedediah Morse prêcha son célèbre sermon sur l'illuminisme. Citons-en les propres termes. Je cite. « Voici un jour de trouble, de châtiment et de blasphème. » Plus loin, il nous est dit « Pratiquement toute l'organisation civile et ecclésiastique de l'Europe a été ébranlée jusque dans ses fondements par cette terrible organisation. Il est indubitable que la Révolution française est elle-même le résultat de ces machinations. Les succès des armées françaises doivent s'expliquer par les mêmes raisons. Les Jacobins ne sont rien d'autre que la manifestation publique de l'organisation cachée des Illuminés. L'ordre a des filiales établies et des émissaires à l'œuvre en Amérique. Il ne fait aucun doute que les sociétés jacobines affiliées en Amérique ont pour objet de leur établissement de propager les mêmes principes que leur club mère en France. » Fin de citation. En juillet de la même année, Timothy Dwight, le président de l'université de Yale, parla en ces termes de l'œuvre de la Révolution française dans son sermon aux habitants de New Haven. Je cite. « Il n'y a aucun des intérêts humains particuliers ou nationaux qui n'ait été envahi, aucun sentiment impie d'action contre Dieu qui ait été épargné, aucune hostilité maligne contre le Christ et sa religion qui n'ait été tentée. Justice, vérité, bonté, piété et obligation morale ont tout été non seulement universellement piétinés, mais ridiculisés, rejetés avec mépris comme les épouvantails enfantins d'idiots baveux. Vers quoi allons-nous donc être menés par des hommes dont ceci est le caractère et la conduite? Est-ce, comme on peut s'en douter, à une fin du même genre et de même conduite? Est-ce que nos églises, vont devenir des temples de la raison? Notre sabbat, un décadis, et nos psaumes de louange, des hymnes du genre de la Marseillaise, allons-nous voir la Bible jetée dans un feu de joie, un âne porté dans une procession publique les vases de la Sainte Seine, et nos enfants, sous l'effet de cajolerie ou de la terreur, s'unir à la populace pour chanter des moqueries contre Dieu et acclamer sur l'air de Saïra plutôt, aux ruines de leur religion et à la perte de leurs âmes? Alors je suis désolé, en fait j'ai un peu le nez pris, hein. C'est pour ça que je pense à certains moments ça parle un peu du nez, mais c'est pas grave. Est-ce que nos fils vont devenir des disciples de Voltaire et les dragons de Marat, et nos filles les concubines des Illuminés? Temps d'interrogation, fin de citation. La ligne de défense adoptée avait été couchée sur le papier quelques 10 ans plus tôt par Weishaupt. Je cite. « Le grand soin des Illuminés, après la publication de leurs écrits secrets, avait été, dit Baruel,
de persuader toute l'Allemagne que leur ordre n'existait plus, que leurs adeptes avaient tous renoncé non seulement à leur mystère et leur conspiration, mais même à tout lien entre eux en tant que membres d'une société secrète. Fin de citation. Il est très curieux de lire ces mots écrits il y a plus de 160 ans, car c'est précisément la ligne que les illuministes ont toujours adoptée depuis. Aujourd'hui encore, à toute mention du rôle de l'illuminisme, soit dans la Révolution française, soit après, il vous assure immédiatement que tout cela n'est qu'une grossière erreur et qu'en réalité, l'illuminisme ne fut qu'un mouvement éphémère et sans importance qui prit fin par sa suppression en Bavière en 1786. À propos des révélations de Baruel et de Robinson, dont on nous dit de croire qu'elles n'obtinrent aucun crédit alors qu'en réalité elles créèrent une telle sensation à l'époque que la première édition de la traduction anglaise des mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de Baruel fut vendue en totalité avant même que le tome 4 ait été mis sous presse et que le livre de Robinson, de son côté, connut au moins 4 éditions. Tous les efforts furent faits alors de leur publication pour contrer leur effet, et même pour les faire retirer de la circulation. Je cite « Les élèves des bords de la Tamise en appelèrent à l'aide de leurs frères allemands. » Fin de citation, dans le but de détruire les exemplaires de ces dangereux volumes. Puis le frère Boettinger répliqua par un article dans le Monthly Magazine de janvier 1798, dans lequel il assurait le public britannique, je cite, « que quiconque s'applique à faire des révélations sur l'illuminisme ne fait aujourd'hui que poursuivre une chimère à propos de questions ensevelies depuis longtemps sous un profond oubli, que depuis 1790, personne n'avait plus consacré la moindre attention aux illuminés, que depuis cette date, il n'en est plus fait mention dans les loges allemandes, et qu'enfin, on peut même trouver la preuve de cette assertion dans les papiers de Bode, qui était devenu le chef de l'ordre. Fin de citation. Reste que, comme le fait remarquer Baruel, Boettinger admet que les mystères de l'illuminisme étaient bien devenus ceux des loges maçonniques, et que l'ordre n'avait pas été détruit lorsqu'en 1786 on découvrit ces complots, comme l'avaient prétendu d'autres écrivains, et qui survécut en tout cas au moins jusqu'en 1790, selon ce qu'en disait le même Boettinger. On objectera encore que tous ces témoins et ceux qui leur succéderont auraient été des réactionnaires soucieux de discréditer la Révolution par tous les moyens. Mais alors, Louis Blanc le socialiste fut-il un réactionnaire ? Et qui d'autre que lui a plus clairement indiqué les entreprises des forces occultes derrière le mouvement ? Et George Sand, révolutionnaire et maçonne, était-elle aussi une réactionnaire ? C'est George Sand qui, à propos de la conspiration européenne de l'illuminisme et des gigantesques conceptions de Weishaupt, déclara, je cite, que l'illuminisme dérivé du génie inventif de ses leaders et des traditions des sociétés secrètes juives de la mystique Allemagne ravagea le monde par la plus formidable et la plus adroite des conspirations politiques et religieuses qui ébranla les dynasties de leur trône. Fin de citation. Et elle ajoute, je la cite, « Ces sociétés ont-elles eu plus d'effet en France qu'au cœur de l'Allemagne qui leur avait donné naissance ? La Révolution française répond énergiquement par l'affirmative. » Fin de citation. Alors attendez. Tac. Il me manque peut-être un passage. C'est pas grave. Que je regarde juste. Ouais, ok, il y a ça. Donc, dans les intentions de cette terrible et formidable secte, vous n'êtes pas parvenu qu'aux premières phases des plans qu'elle a formés pour cette révolution générale qui jettera à bas tous les trônes, tous les hôtels, détruira toutes les propriétés, effacera toute loi, saccagera la morale et la justice, et se terminera par la dissolution de toute société au profit d'une seule race. Fin de citation. Weishaupt n'avait-il pas déclaré « Cette révolution sera l'œuvre des sociétés secrètes, et c'est là l'un de nos grands mystères » Fin de citation. Mais pendant une brève période, après la chute de Babeuf, l'œuvre de la conspiration fut stoppée. Le 18 Brumaire asséna un coup sévère à l'illuminisme, et la même main qui avait fermé à clé la porte du local de réunion des panthéonistes, ferma les sociétés secrètes. Aussi, les 15 années durant lesquelles Napoléon tint les rênes du pouvoir furent la seule période des 180 dernières années où l'incendie dévastateur de l'illuminisme, allumé par Weishaupt, laissa un paisible répit à l'Europe. Et donc après, on a l'annexe 4 qui nous dit tout de même que Napoléon Bonaparte mit fin à l'anarchie révolutionnaire, mais pas à la révolution. Le paisible répit permit la poursuite de la contamination maçonnique de l'Europe par 20 ans de guerre révolutionnaire
de la déstabilisation des États et du pape, de la maçonnisation rapide des principautés allemandes, italiennes, des États du pape, de la Russie et de l'Espagne, et de l'instauration partout en Europe d'un système sociopolitique maçon. Bonaparte avait été choisi et porté au pouvoir en tant que général de gauche pour les membres du directoire. Sieyès et Cambacérès, au chef de la maçonnerie, et pour leur ami Talleyrand et Fouché, aux illuminés. Comme une parade à la vague irrésistible de l'opinion publique pour le retour des Bourbons. Ces personnalités étaient toutes des hauts francs-maçons liés aux financiers révolutionnaires et aux banquiers anglais. Et Bonaparte était devenu lui-même haut maçon, initié par Salicetti au témoignage de Bourrienne, d'après Tel fut Barras de Jean Sénan, ou par Wachter selon Gilles Lombard. Premier consul puis empereur, il officialisa la franc-maçonnerie à la mode anglaise, ses hauts dignitaires se confondant avec ceux de l'Empire, membres de la famille et généraux. Il pensait là dominer alors qu'elle se servit de lui. L'Empire comptera 1200 loges, dont 337 chapitres de haut grade. En 1808, il y eut un défilé à Paris des membres de l'ordre du Temple, haute maçonnerie, ordre rétabli avec l'instauration de l'Empire et plus précisément avec l'autorisation de l'empereur. En 1808 également, pour s'assurer la gratitude et la fidélité des Juifs, il convoqua un Sanhédrin du judaïsme reconnu désormais au même titre que le catholicisme. Un signe qui ne trompe pas. Partout où arrivaient les armées de l'empereur, les Juifs les fêtaient comme pour l'arrivée du Messie, selon Deschamps, et il nous est dit également, Napoléon Bonaparte, c'était la France, faite homme pour propager l'idéal de la Révolution, selon Donoso. Donc là, après, ce simple constat de fait a été mis en évidence par l'historien Louis Madelin. Chateaubriand le dit aussi dans les Mémoires d'Outre-Tombe, je cite, « Dans les documents officiels, Napoléon était appelé très puissant frère et protecteur de l'ordre. » Fin de citation. Or, c'est un titre qui revient à un 33e degré du rite écossais. Napoléon resta entouré d'illuminés au poste clé de l'Empire, Fouché et Talleyrand, en particulier ce dernier qui le trahira dès 1812 et assura la survie politique de la secte après la transition et le retour des Bourbons, et participera à la construction de la Nouvelle Europe, maçonnisée au Congrès de Vienne avec son adjoint, l'avocat Bergas, déjà signalé en note. Les illuministes se protégeront mutuellement et protégeront leurs frères, comme le prince-évêque illuministe d'Albert, qui sera nommé président de la Confédération du Rhin et protégera les Rothschild. Ce qui primait pour l'illuminisme et la maçonnerie internationale était la Révolution et ses relais. Napoléon, concrétisant la victoire de celle-ci, la phase destructrice violente, fit place à une phase légale et consolidatrice, qui permit les progrès ouest-européens d'un système politique agnostique et maçon. L'empereur et son entourage poursuivirent l'œuvre de la secte par les annexions, la destruction des principautés catholiques d'Allemagne, que confirmera plus tard le Congrès de Vienne, l'occupation de Rome et de l'Italie, la déstabilisation et la maçonnisation de l'Espagne, du royaume de Naples et des États romains. La puissance politique accordée aux loges et alors aux membres et à leurs principes, avec la création de l'université, consécration des principes de Weishaupt pour l'éducation, qui assura la continuité de la Révolution à long terme avec la formation de ses cadres, la publication du Code civil et sa diffusion européenne qui fixait la forme du nouveau système social et lui donnait force. Enfin, sur le plan religieux, répondant à la mission qui lui a été confiée par la maçonnerie, il réussit avec le Concordat et ses articles organiques, ce que les Jacobins, avec la constitution civile du clergé, n'avaient pu obtenir. Enfin, il s'afficha indéléblement révolutionnaire par le meurtre du duc d'Enghien. Donc ça sera tout. Vous pouvez me retrouver sur Odyssée. Ces contenus pareils sont téléversés sur Odyssée avec Phénotix, tiré du milieu, évolution. Et le nom, normalement, c'est Vérité à venir, puisque le renouveau est là. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter. J'ai essayé de lire du mieux que je pouvais. Alors, il y a eu des moments où j'avais un peu le nez de pris, mais ce n'est pas grave. Dans l'ensemble, ça reste audible. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Et on se retrouve prochainement, peut-être pour un direct sur la morale. Et on continuera sur... Ah oui, il y a les 5-6 émissions là qui arrivent sur la marchandisation de l'homme, le biocapital,
la façon dont on devient un produit du système capitaliste. Merci pour votre écoute, à très bientôt. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées et la chrétienté ressort avec une victoire assurée. Alléluia.